Bien, bonjour. Je suis un petit peu intimidée. Je remercie Jean-Marc de la confiance qu'il me fait en me demandant d'intervenir aujourd'hui. Et je remercie aussi Bénédicte qui n'est pas là aujourd'hui et qui m'a amenée à la formation TBSI. Donc moi je suis en formation TBSI depuis cette année. Je vais vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée là. Donc je suis aujourd'hui psychologue clinicienne dans un service de pédiatrie générale et aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Toulon. J'exerce également au centre de formation de handballeuse professionnelle du club Toulon-Saint-Cyr Var-Handball et également en libéral. Alors je dis aujourd'hui parce qu'en fait au départ j'ai fait des études d'orthophoniste et j'exerce ce métier depuis bientôt 20 ans en cabinet libéral. Et je travaillais également en service de neurologie, de néonat et de réanimation à l'hôpital de Toulon jusqu'à ce que j'y obtienne finalement un poste de psychologue. Alors j'avais fait un premier DU de troubles des apprentissages et puis j'en ai fait un second de neuropsychologie clinique. Et puis ma curiosité m'a petit à petit poussée à faire des études de psychologie. Donc j'ai fait mes études à l'université de Paris 8, qui est une université à dominante intégrative. Et lors de ma dernière année d'études, j'ai découvert les thérapies systémiques et humanistes. Et j'étais particulièrement intéressée par le pouvoir de l'alliance thérapeutique, par la place du sujet comme expert de son histoire, co-constructeur de sens et surtout acteur de sa thérapie. Donc j'ai fait une première petite expérience comme ça pour mon mémoire de fin d'études où j'avais utilisé une méthode de description des vécus expérientiels qui est issue de la phénoménologie avec un patient schizophrène, jeune adulte, dans un service de psychiatrie dont le courant de pensée était en fait la psychothérapie institutionnelle et la psychanalyse lacanienne. Donc vous imaginez comment j'ai été accueillie dans ce service. Et en fait, cette approche m'a donné la possibilité d'appréhender l'importance de la démarche subjective. Et mon patient a pu s'exprimer, se raconter son histoire, ses émotions, ses ressentis et ses expériences subjectives et notamment celles de ses hallucinations. Donc j'avais besoin, en sortant de la fac, de trouver une formation en psychothérapie où je pourrais me retrouver un petit peu dans les convictions que j'avais acquises, notamment celle de la complémentarité de la psychanalyse et des thérapies brèves qui, à mon sens, ne sont pas à mettre en opposition, mais également l'intérêt d'une vision intégrative en utilisant des approches systémiques, humanistes, existentielles, phénoménologiques et aussi ethnopsychiatriques, dans le sens où chaque patient est un sujet singulier, avec son histoire, ses croyances, et devant être considéré comme un allié dans la thérapie. Alors c'est vrai qu'il m'est souvent reproché par mes collègues psychologues ou psychiatres de vouloir conjuguer toutes ces approches, et souvent ça me fait penser au palais idéal du facteur cheval, où prenant une petite pierre par-ci et une pierre par-là, il a quand même bâti ce qu'on appelle aujourd'hui le palais idéal. Et je me dis parfois qu'un concept pris par-ci et un autre par-là pourrait également nous amener à une thérapie idéale. En tout cas, ça me permet d'avoir une pensée pas trop paresseuse. Alors ma formation en TBSI m'a apporté ce que je cherchais, à savoir une véritable prise en compte de l'alliance thérapeutique, de la place du sujet, de ses ressentis et de ses émotions. La TBSI m'a apporté un guide aussi, des outils puissants et efficaces que j'ai très rapidement pu utiliser dans mes thérapies et avec des succès souvent rapides, avec pour l'instant un maximum de 9 séances et un minimum de 3. Alors en préambule de mon intervention, j'aimerais vous lire une phrase de Marcel Proust qui est issue de son œuvre À la recherche du temps perdu et qui est celle-ci. Le voyage d'exploration ne consiste pas à rechercher des terres nouvelles, mais à voir avec un regard neuf. Nous allons voir pourquoi cette phrase et comment est-ce qu'elle illustre et résume l'intervention que je vais faire ici. Alors l'exposé précédent a montré comment les freins au changement doivent être inévitablement pris en compte et traités par le thérapeute. Mais alors, comment peut se réaliser l'avancée vers le changement, vers le désir de faire autrement, vers le choix d'avoir de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes? On pourrait considérer la problématique du patient comme une porte fermée sur laquelle il bute, alors que derrière celle-ci,
se trouve une solution non encore découverte et qui le libérera. Donc là, vous pouvez prendre la petite BD que vous avez eue quand vous êtes arrivé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vue, certains la connaissent bien. Donc, vous pouvez prendre le temps de la lire. Je ne sais pas si je la lis avec vous. Pas utile, donc vous la regardez. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Je vais essayer de rapprocher un peu comme ça. Donc l'idée de la BD recoupe plusieurs aspects importants de notre conception de la cure. Le premier, c'est le virage à 180 degrés, c'est-à-dire tirer la porte au lieu de la pousser. C'est également l'acharnement dans la même solution, le patient qui utilise les solutions qui sont dans son système. Et c'est aussi l'intérêt d'une toute petite nouvelle expérience qui va en entraîner une énorme derrière, c'est-à-dire que si on lui propose et qu'il le fait, d'ouvrir la porte vers lui de 1 mm, cela lui permettra brusquement de découvrir qu'il peut en fait ouvrir la porte complètement et déboucher alors sur un autre espace. Pour cet exposé, j'ai choisi de me poser la question suivante. En quoi le changement nécessaire pour que le patient trouve une solution nouvelle dans une situation bloquée réveille-t-il une problématique qui nous serait commune à tous? Alors, changer, sortir de ce qu'on sait faire et de ce qu'on connaît réveille le paradoxe et le passage délicat du stade du miroir. Le stade du miroir, c'est une notion qui a été théorisée par le psychologue Henri Vallon et pour laquelle René Zazot décrit 4 étapes. La première, c'est l'enfant reconnaît l'image d'un autre dans le miroir. Ensuite, il prend son image pour un autre enfant. Puis, il éprouve un certain malaise devant son reflet et tente de s'en détourner. Et enfin, il s'identifie à sa propre image. Alors, il y a des psychanalystes comme Lacan, Winnicott ou Françoise Dolto qui verront la nécessité de la présence d'un autre. Pour que cette fonction se mette en place, cet autre qui est souvent la mère et qui dit à son enfant « Tu vois mon petit chéri, c'est bien toi qu'on voit là dans le miroir ». Et l'enfant va chercher la confirmation en se tournant pour voir sa mère à côté de lui ou derrière lui, en voyant qu'elle est aussi dans le miroir. Et donc oui, en toute logique, c'est bien moi qui suis dans le miroir. Alors pour Winnicott, par exemple, le stade du miroir est constitutif de l'identité, et cela se retrouve dans la manière également dont l'enfant se voit dans le regard de sa mère. Si le regard est plein d'amour, de tendresse, l'enfant va se percevoir comme étant un enfant aimable. Si, au contraire, le regard est fuyant, désapprobateur, il se percevra forcément d'une autre manière. Françoise Dolto a également avancé l'idée de la voix de la mère comme étant un miroir pour l'enfant. Si la voix est douce, les mots encourageants, pleins d'amour, ou si au contraire elle est forte, les mots désapprobateurs ou violents, l'enfant se percevra tel que l'image renvoyée par la voix de sa mère. Donc dans ces deux situations-là, le mot miroir devient une pure métaphore. Donc de manière concrète, on peut dire que mon jeu, ici, dans mon vécu habituel, qui est un vécu peu formalisé, syncrétique, c'est-à-dire un peu global et confus, est confronté à moi, là-bas, aperçu clairement, visiblement, de l'extérieur, dans une image. Et c'est la voix parentale, si possible bienveillante, pour que j'aime et apprécie ce moi qui est là-bas, qui m'indique que ce moi que j'aperçois et que je visualise est en réalité une extension de mon je perçu intérieurement. Donc j'ai à résoudre ce dilemme en intégrant le moi dans je, ce qui me permet alors d'avoir une identité plus large. Alors revenons à la TBSI. Lorsque le patient arrive en consultation, il arrive avec son propre système, basé sur ses expériences et tout ce qui en a découlé, c'est-à-dire ses croyances et ses valeurs. Jean-Marc Henriot a proposé l'image de l'arbre développemental. Donc, vous l'avez également illustré. Nous sommes bâtis à partir de nos expériences, desquelles vont découler nos croyances, nos valeurs, notre filtre et nos comportements. Pour l'illustrer, il donne l'exemple suivant. Si j'ai pour expérience de base un abandon précoce, je vais avoir comme idée, comme croyance, que l'amour ne dure pas. Donc la valeur qui va en découler est que je dois m'accrocher pour que l'amour dure. Je dois y faire attention car il est fragile et je peux le perdre à tout instant.
Mon filtre va être, est-ce que l'autre est sur le point de m'abandonner? Donc je vais interpréter tous ces faits, gestes et paroles comme étant possiblement en train de m'abandonner. Je vais alors avoir pour comportement, comme l'a expliqué Jean-Marc tout à l'heure, soit d'être très collé à l'autre de peur de le perdre, soit de prendre de la distance afin de me protéger de l'abandon qui risque de toute façon d'arriver. Donc ça va forcément induire des réactions chez mon partenaire qui vont me confirmer qu'effectivement, l'amour ne dure pas. Et cela va finalement avoir pour effet de valider ma croyance. En fait, un système, lorsqu'il est adopté, l'est toujours de la même façon. Parfois, la solution appliquée amplifie le problème. Par exemple, j'ai peur que l'autre me quitte, alors je le colle. Et plus j'applique ma solution, plus le problème va s'aggraver finalement. Mais c'est ma solution. Le thérapeute va devoir faire découvrir au sujet une autre solution. Cette nouvelle expérience pourra alors s'intégrer dans l'arbre développemental et induira par la suite de nouvelles croyances, valeurs et de nouveaux comportements. Le fait que le sujet ait son propre système a à la fois pour avantage de le tenir et de lui donner un moi fort, mais a pour inconvénient d'avoir assez peu de souplesse pour s'adapter à un changement potentiel qui viendrait déstabiliser. Devant une difficulté, la personne va appliquer ses solutions, issues de ses croyances et de ses schémas. La plupart du temps, ce sera efficace, mais parfois, les solutions adoptées, comme pousser la porte, par exemple, au lieu de la tirer, pour l'ouvrir, seront inadéquates à la situation rencontrée. Et dans ce cas, plus elle va appliquer la solution issue de son système, plus cette énergie inutile amènera à la perte d'espoir et de confiance en ses propres capacités, et donc cela va encore plus la déstabiliser. Ainsi, elle arrive souvent en consultation dans un état de helplessness, c'est-à-dire elle a perdu confiance en ses capacités et dans le fait que d'autres puissent l'aider, et de hopelessness, elle a perdu l'espoir de réussir et de s'en sortir. Il va falloir faire évoluer ces deux points. Par ailleurs, Jean-Marc en a parlé tout à l'heure, on connaît bien la force de l'effet Rosenthal, ou Pygmalion, qu'on appelle également prophétie autoréalisatrice. Et nous allons nous en servir en TBSI pour renforcer les capacités du patient. En effet, la position du thérapeute est pour beaucoup dans l'effet Pygmalion, qui va aider le patient à retrouver quelqu'un de bien et de compétent. D'où la nécessité que le thérapeute soit convaincu de la tendance fondamentale à la croissance et au développement de son patient. Qu'il ait une vision de lui inconditionnellement positive, qu'il croit en ses capacités de changement, en ses ressources, qu'il ait confiance en ses forces d'autodétermination et de liberté de choix. Cependant, les capacités du patient devront rarement être soulignées directement pour ne pas provoquer de résistance. Boris Cyrulnik, lui, en développant le concept de résilience, explique combien le regard que l'on porte sur l'enfant va influer sur la manière dont il va ensuite se développer et évoluer. Si on voit en lui un casseur de cailloux ou un bâtisseur de cathédrale, cela n'aura pas la même influence. Quand on a une cathédrale dans la tête, on ne casse pas les cailloux de la même façon, mais aussi on donne du sens à nos pensées, à nos actes et donc à notre vie. Donc de la même manière, le regard du thérapeute sur son patient influera sur son évolution et sur son développement. Alors en thérapie, quels outils pouvons-nous utiliser pour cela? Alors on a les connotations positives, le plus souvent indirectes, c'est-à-dire qu'on souligne ce que la personne a réalisé. Par exemple, waouh, admiratif devant un changement. On met ici l'accent sur les capacités que cela suppose être déjà existantes, mais non perçues. Ces connotations positives vont valider ce qui est important pour le patient, confirmer ses succès, ses points forts et faire naître l'espoir. Comme autre connotation positive, on a également comment vous avez fait. Le patient amène un changement et comment vous avez fait. C'est une connotation positive indirecte qui va d'une part permettre au patient de verbaliser la manière dont il a procédé pour arriver au changement et qui va lui faire mettre à jour ses capacités
mais également qui va activer l'effet Rosenthal dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, je sais faire ça, j'ai pu faire ça, donc je suis capable de. Ça suppose de la part du thérapeute de laisser tomber ses propres opinions et d'admirer les capacités de la personne, quelle qu'elle soit finalement. On a ensuite ce qu'on appelle l'échelle du problème, qui va surprendre le jeu du patient en lui faisant percevoir son moi existant. Donc l'échelle du problème, il s'agit ici de demander au patient de positionner son problème sur une échelle de 0 à 10. Donc 0, il est complètement empêtré dans son problème, et 10, il en est complètement sorti. Alors ça a pour avantage de faire percevoir au sujet qu'il existe une énergie positive que la personne ne percevait pas forcément, même s'il est à 1 ou 2. En effet, on va travailler de cette manière-là. Mais alors, comment vous avez fait pour ne pas être à 0, mais en être déjà à 1 ou 2 ? Ensuite, pour l'exploration des exceptions, ce qu'on appelle l'exploration des exceptions, on va demander au patient, est-ce qu'il y a eu des moments où le problème ne s'est pas produit ? Donc ça permet au patient de prendre conscience qu'il existe des exceptions. Il y a eu dans sa vie des expériences passées où le problème n'est pas apparu alors qu'on s'attendait qu'il surgisse. Donc le patient va pouvoir se dire, à un moment donné, je n'étais pas dans le problème, j'ai su faire. Ah oui, tiens, je sais faire finalement. Il prend conscience de ses succès actuels ou passés. Il découvre des points forts que le thérapeute va mettre en exergue. Ça lui permet de se représenter précisément ses compétences et ses attitudes à ce moment-là, comment il a fait dans ces moments. Et on a également la question miracle. Donc dans la question miracle, on va dire au patient, supposons qu'un miracle se produise et que vos problèmes soient résolus. Commencez dans votre vie et qu'est-ce que vous faites ? Et on fait développer et explorer cette situation miracle avec la pensée vidéo dont a parlé Jean-Marc tout à l'heure. Commencez, qu'est-ce que vous faites, où vous êtes, comment vous êtes habillé, etc., etc., etc. Donc la question miracle, là ici, du coup, est vraiment le miroir de ce qui va devoir être intégré. Ça va permettre d'explorer, d'expliciter, de trouver les possibilités que recèle le patient et de construire quelque chose à partir de celle-ci. La question miracle aussi nous oriente vers le futur, vers une vie plus satisfaisante et permet au patient de penser un choix illimité de possibilités. Le processus également d'exploration conjointe patient-thérapeute va permettre au patient de s'approprier le changement et qu'il ne rentre pas dans la dépendance envers le thérapeute. Et enfin, la tâche, qu'on ne va pas appeler comme ça, mais qu'on va désigner plutôt sous l'appellation d'une petite nouvelle expérience à faire, par exemple. On va chercher avec le patient une nouvelle petite expérience qui va être vécue par lui et qui va lui permettre de visualiser qu'il peut faire autrement. Donc il va effectivement la mettre en œuvre, vivre cette nouvelle petite expérience, qui va ensuite pouvoir entrer dans son arbre développemental. Pour revenir au stade du miroir, on peut tout à fait comparer ce processus au travail que nous effectuons en TBSI pour permettre au patient de voir les capacités dont il est porteur et d'intégrer les changements que ceux-ci permettent. Pour cela, il est nécessaire de faire une synthèse entre le je et le moi perçu par les autres. La distance entre le ressenti qui est flou et quelque chose qui est plus élaboré. Alors en TBCS, en thérapie brève centrée sur la solution, on offre à la personne la possibilité de visualiser un autre aspect d'elle-même et d'augmenter ainsi son sens identitaire. Donc quelque part, la TBCS reproduit sans le savoir, et sans l'avoir théorisé ainsi, plus exactement, l'expérience identitaire qui découle du stade du miroir. En effet, la TBCS ne va pas se centrer sur le problème, mais sur les capacités et les compétences du sujet qui est souvent porteur de situations nouvelles sans qu'il le sache. Donc son jeu, ici, est englué dans une vision qui est limitée, obstruée par le problème, et les attitudes à avoir pour le résoudre, et il ne voit plus comment s'en sortir. Donc les outils qu'on utilise, que je vous ai détaillés tout à l'heure,
l'échelle du problème, les exceptions, la question miracle, les connotations positives avec le wow et le comment vous avez fait, ont tous pour caractéristique de permettre aux patients de visualiser, de percevoir, de voir des formes auparavant non reconnues et qui ont les caractéristiques d'être déjà là, donc c'est bien moi, et d'être non reconnues auparavant, c'est-à-dire je ne pensais pas que 2 sur l'échelle du problème supposaient des capacités en moi déjà existantes. Et donc ces capacités sont découvertes comme utilisables puisqu'elles existent. Donc tout comme la mère devant le miroir, le thérapeute va permettre au patient de s'approprier le changement et de faire en sorte qu'il ne rentre pas dans la dépendance envers le thérapeute. Alors du coup, ça peut nous faire penser cette fois-ci au processus d'attachement, dans le sens et dans le fait que c'est seulement une fois que l'enfant aura mis en place un attachement sécure auprès de sa figure d'attachement, qu'il en aura éprouvé la solidité, en général après l'adolescence, qu'il pourra s'en détacher à ce moment-là en toute sécurité pour voler de ses propres ailes. Alors c'est un petit peu pareil en TBSI, le patient pourra finalement, après avoir éprouvé la solidité de l'alliance thérapeutique avec le thérapeute, s'être assuré de ses compétences au travers du regard du thérapeute, qu'il pourra ensuite établir son système A1 par opposition au système A2 dont on nous a parlé tout à l'heure et comme l'expliquera Pascal Lemay dans son intervention. Donc en somme, le jeu qui est englué et qui a perdu ses formes hopeless et helpless découvre qu'il est moi là-bas, visible, repérable grâce à la voix du thérapeute qui se caractérise par une bienveillance discrète en premier point et ensuite une certaine fermeté pour bien garder le regard sur ce moi existant mais non reconnu précédemment, la ténacité à ramener la personne sur elle lors des entretiens également. Le patient va donc découvrir ses propres capacités mésestimées et oser s'aventurer ailleurs que sur les sentiers battus et inefficaces de ses solutions habituelles. La mobilisation de ses forces associée à des propositions d'expérience représentant un virage à 180 degrés, comme nous l'avons vu dans la bande dessinée, tirer au lieu de pousser, donnera alors un puissant mouvement de changement. Donc en conclusion, on peut dire que les thérapeutes américains ont une particulière facilité à découvrir ce qui marche, en l'occurrence la thérapie brève centrée sur la solution, pour ce qui nous concerne ici, sans forcément avoir les clés théoriques que nous affectionnons, nous, en Europe. Alors cela présente l'inconvénient que parfois, de belles découvertes comme la TBCS semblent trop simples, et c'est parfois dommage. Alors ainsi, un passe-partout semble ouvrir bien des portes. Celui de l'attitude d'un thérapeute consistant à, premièrement, être confiant dans les capacités du patient. Le patient fait de son mieux qu'il peut, au point où il en est. Et donc ces symptômes sont une tentative de solution. Il est porteur de capacités qui lui permettront de sortir de l'impasse. Deuxièmement, être centré sur le dégagement et la mise à jour de ces capacités-là, quitte à les exhumer. Troisièmement, veiller à ce que le processus d'appropriation ait lieu. C'est vraiment bien moi, là-bas, qui suis porteur des capacités que je ne savais pas vraiment avoir à ma disposition. Alors, ce qui s'ensuit chez le thérapeute, c'est le respect, accompagné de l'intime conviction qu'il y a quelque chose à faire, et ceci se verra par les connotations positives sur les capacités et les forces de changement. Sous condition de toujours reformuler le négatif, les vécus douloureux, les résistances, et de valider le vécu du patient, le thérapeute peut aider le patient à trouver ou retrouver ses propres capacités et à oser alors ouvrir la porte vers des nouvelles solutions. Alors je pourrais conclure sur le fait qu'en TBSI, on ne se centre pas sur le problème du patient, mais sur les compétences et les capacités dont il est porteur. Pour ce faire, nous utilisons un positionnement en relation d'équivalence qui va être abordé ensuite.
dans une alliance respectueuse qui implique l'humilité, le respect, la bienveillance et la coopération. Les différentes approches que nous mettrons en œuvre redonnent espoir et confiance et permettent d'envisager les nouvelles solutions. Le patient change ainsi sa façon de traiter son problème et trouve des solutions libératrices qu'il va en plus s'attribuer pleinement. Et en quelques séances, il peut repartir avec force et confiance. Alors maintenant que j'arrive à la fin de cette présentation, si je reprends la citation de Marcel Proust que je vous ai proposée au début, qui était « Le voyage d'exploration ne consiste pas à rechercher des terres nouvelles, mais à voir avec un regard neuf », j'imagine que ça devient particulièrement parlant maintenant. Alors j'aimerais apporter une ouverture à la fin de cet exposé. Est-ce qu'on pourrait dire que ce passe-partout pourrait être aussi utile en pédagogie qu'en psychothérapie? Donc comme je l'ai dit au début de cet exposé, je suis psychologue aussi de l'équipe du centre de formation de handball du club de Toulon-Saint-Cyr Var-Handball. Alors il s'agit de jeunes filles qui sont âgées de 17, 18 à 22 ans à peu près, qui sont à la fois en formation pour devenir handballeuses professionnelles et qui font également partie de la réserve de l'équipe de division 1 du club. Alors l'entretien psychologique d'entrée est depuis cette année un entretien obligatoire au même titre que l'examen médical, diététique, kiné ou autre. Alors au cours des premiers entretiens, ces jeunes filles ont pu pour certaines à la fois évoquer leur joie d'être recrutées au centre de formation, parce que c'est quand même pas forcément facile, leur fierté, mais également leur crainte, leurs doutes. L'anxiété de performance qu'elles peuvent connaître devant certains matchs. Ce sont des jeunes filles qui sont passées par des pôles espoirs, par exemple, qui sont dans des équipes. Elles ont déjà été, pour certaines, recrutées en équipe de France pour des championnats du monde ou des choses comme ça. Donc leurs doutes, l'anxiété de performance qu'elles peuvent connaître, pour certaines, avant certains matchs ou avant des sélections internationales, des burn-out aussi, qu'elles ont déjà connus, parce qu'il y a quand même 8 à 9 entraînements par semaine, plus des matchs au niveau national avec des déplacements qui sont importants. Donc certaines joueuses ont déjà été confrontées à ce genre de difficultés et elles affirment pour la plupart d'entre elles que dans ces moments-là, elles essayent, premièrement, de se préparer plus et mieux au match et que finalement, ça va augmenter l'anxiété et elles ne vont pas forcément être prêtes et ça aboutit la plupart du temps à un match catastrophique. La deuxième chose qu'elles disent aussi, c'est qu'elles essayent de ne surtout pas montrer leur anxiété ou leur crainte au coach. Que surtout, ça passe inaperçu, de faire comme si de rien n'était. Et donc finalement, ce qu'elles expriment et ce qu'elles disent, c'est qu'elles-mêmes, elles disent plus elles appliquent leurs solutions et moins leur inquiétude disparaît. Et ça peut parfois les conduire alors soit à se blesser, du coup elles ne font pas le match, d'accord, soit à refuser de jouer, soit à s'éloigner de la compétition, alors provisoirement, mais pour certaines de manière définitive. Certaines s'en vont réellement. Et quand elles reviennent, elles disent que finalement cet éloignement-là n'a pas eu pour but de les ressourcer, mais finalement plutôt de fuir le problème. Et lorsqu'elles reviennent, elles se retrouvent dans la même situation. Donc il sera sûrement très intéressant d'appliquer le passe-partout ici, dans les conduites d'entretien avec ces handballeuses. Et donc c'est un travail expérimental que je me propose de conduire cette année. La TBSI leur sera vraisemblablement extrêmement utile pour stabiliser la sécurité interne quant à leurs capacités et leurs compétences. Donc c'est une aventure à suivre. Voilà, je vous remercie.